Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. J'espère que vous allez bien et que l'épisode précédent vous a plu. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la première femme qui a conquis le sommet de l'Everest dans une expédition 100% féminine. Du Kilimandjaro à l'Aconcagua, elle est également la première à avoir réussi le défi des 7 sommets. L'alpinisme, c'est une passion de toute une vie pour elle. Étant aussi un bastion largement masculin, elle a dû se faire un nom progressivement dans le milieu. Et avec une volonté d'acier, elle est surtout allée plus loin pour rendre l'alpinisme professionnel accessible aux femmes en créant un club entièrement féminin. Cette initiative lui a particulièrement tenu à cœur. Notre prochaine héroïne a donc marqué l'histoire du sport de haut niveau d'une trace indélébile. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de cette athlète pionnière de haut niveau, j'ai nommé Junko Tabei, où la philosophie de l'impossible n'existe pas. J'étais tellement tendue que je pensais que j'allais devenir folle. Ces mots, Junko Tabei les prononce juste après avoir terminé l'ascension du mont Everest. Le toit du monde était là, sous ses yeux. Elle en rêvait depuis longtemps, depuis que l'alpinisme et la grande montagne étaient entrés dans sa vie alors qu'elle n'avait que 10 ans. Junko est née en septembre 1939 dans le petit village de Miharu, dans la région de Fukushima, au nord de Tokyo. Un jour, elle part en sortie scolaire avec sa classe dans la zone volcanique du mont Nasu. Il s'agit d'un groupe de volcans qui surplombe toute la région de Tochigi avec de très belles sources d'eau chaude et des montagnes à couper le souffle. Le Japon est en effet un pays qui est vallonné de nombreux monts. Et là, pour Junko, c'est le choc décisif. La petite est émerveillée par ce qu'elle voit. Un jour, quand elle sera plus grande, elle aimerait essayer de gravir des sommets comme cela. Mais à la maison, il est difficile pour elle de s'adonner à cette nouvelle passion. Le Japon est alors meurtri par la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la priorité, c'est manger. Avec des revenus plus que modestes, ses parents ne peuvent pas payer des vacances en famille à la montagne, surtout que Junko fait partie d'une fratrie de 7 enfants. Il faudra alors patienter. Pour le moment, Junko se concentre sur ses études. Elle aimerait pourquoi pas devenir enseignante. Alors elle choisit un cursus de littérature anglaise et américaine. Mais comme toujours, sa passion de la grimpe refait surface alors qu'elle termine l'université à Tokyo en 1962. Elle n'a pas oublié la sensation d'émerveillement qu'elle a ressentie ce jour-là. C'est ainsi qu'elle décide de s'inscrire dans un club d'alpinisme pas loin de chez elle. À l'époque, l'alpinisme c'est un sport entièrement masculin. Dans les clubs, les femmes sont souvent très mal reçues et très mal perçues. Il n'existe même aucune fédération spécialisée pour les femmes. D'ailleurs, quand Junko fait sa première inscription, on lui rabâche que l'Everest, ce n'est pas fait pour les femmes et que de toute façon, elle est sûrement là pour faire des rencontres et se trouver un mari, plutôt que de considérer l'alpinisme sérieusement. Très sympa comme accueil. Malgré tout, elle fait ses armes dans la pratique au sein de ces fédérations et rencontre un jour, lors d'une ascension sur le mont Tanigawa, son futur mari. Bon, ils avaient peut-être raison. Masanobu Tabei. Avec lui, elle gravit plusieurs sommets au Japon et quelques-uns à l'étranger, notamment dans les Alpes suisses. Au bout d'un moment, lassée d'être sans cesse prise pour cible de remarques sexistes, Junko décide de fonder en 1969 son propre club d'alpinisme 100% féminin pour développer ce sport chez les femmes. Ce club est le premier de son genre au Japon.
novateur, et pourtant, les sponsors se font rares et n'ont pas envie d'allonger les sous pour des expéditions de femmes alpinistes. Junko travaille bien en tant que rédac-chef dans une revue scientifique et donne quelques cours pour mettre de l'argent de côté, mais pas assez pour financer seule un voyage. Alors économie après économie, elle réussit à parvenir à ses fins et à avoir assez de côté quelques temps plus tard pour proposer une expédition à son club. Gravir l'Annapurna 3 dans le massif de l'Himalaya au Népal. L'Annapurna est un de ces sommets mythiques qui tutoient le ciel et qui attire beaucoup d'alpinistes. Malgré tout, il ne se laisse pas apprivoiser si simplement. Junko s'est longtemps entraînée pour faire ce premier voyage en club hors du Japon un succès. Et c'est chose faite. En 1970, elle tente l'ascension avec ses collègues féminines de ce sommet à plus de 7500 mètres d'altitude. Les conditions climatiques ne sont pas forcément en leur faveur, mais rien n'arrête le groupe qui termine le 19 mai 1970. Ce challenge enfin durement achevé, un nouveau projet naît dans la tête de Junko. Un projet encore plus grand, encore plus fou, gravir le toit du monde, le sommet de l'Everest. Et il faut dire qu'avec le succès de l'Annapurna, Junko commence enfin à gagner en légitimité dans le milieu de l'alpinisme professionnel. Alors rien n'entraverait sa nouvelle expédition. Excepté... Tout commence avec une autorisation du gouvernement népalais qui n'arrive qu'en 1975. Junko, qui était prête à enchaîner après l'Annapurna, doit attendre quelques temps avant de se relancer à l'aventure avec son groupe. Elle aimerait mener cette expédition avec 14 autres femmes de son club. Par ailleurs, les sponsors traditionnels de l'alpinisme se montrent toujours aussi frileux. Elles parviennent à décrocher avec quelques difficultés des contrats de soutien de la part de 2 médias japonais, mais le budget n'est pas encore bouclé. Alors avec beaucoup d'entraide et de patience, chacune met des sous dans le pot commun de l'expédition. Faute de moyens d'équipement, tout le club passe également du temps à coudre des duvets et à préparer un stock de bouteilles d'oxygène qui ne sera utilisé qu'à partir de 7500 mètres, la limite qu'elles avaient atteinte sur l'Annapurna. Puis un jour, tout est prêt et le groupe se met en route direction le toit du monde et son ascension redoutée. Début mai 1975, l'aventure débute et les premiers 5000 mètres se passent sans encombre. Mais quelques jours plus tard, dans la nuit, Junko et ses collègues entendent un grondement sourd alors que leur camp est planté à 6300 mètres d'altitude. Une avalanche déferle sur le camp et ensevelit plusieurs alpinistes, dont Junko. Heureusement, les 5 Sherpas présents dans l'expédition réussissent à sauver tout le monde in extremis des décombres. Dans l'incident, plusieurs équipements dont des bouteilles d'oxygène ont été emportés par la neige. À cause de ça, une seule grimpeuse peut terminer l'ascension et c'est ainsi que Junko est désignée par ses consoeurs pour terminer ce qu'elles ont commencé. Désormais, les derniers mètres se feront à la dure. Junko choisit la même route qu'Edmund Hillary et son Sherpa Tenzin Norgay qui avaient gravi l'Everest en 1953. Et 12 jours plus tard, le 16 mai, à 12h30, Junko et son Sherpa Hans Sering terminent l'ascension. Elle le décrit d'ailleurs en ces mots, comme plus petit qu'un tatami. En réalité, elle est parcourue de violents pics de douleur dus aux blessures de l'avalanche et ne ressent à ce moment qu'un immense soulagement. Celui d'avoir accompli à presque 36 ans ce dont sa petite fille intérieure a toujours rêvé. Du haut des 8848 mètres, notre alpiniste japonaise est la première femme à atteindre le mythique sommet.
Elle est même suivie à la fin du mois par la Tibétaine Pantog, qui réussit le même exploit dans une expédition avec des hommes. L'année 1975 est donc à marquer d'un fer rouge dans l'histoire de l'alpinisme. Le lendemain, Junko fait la une de nombreux titres de presse dans le monde entier. On y célèbre son incroyable détermination et son exploit face à l'un des sommets les plus redoutables de l'époque. Le roi du Népal lui adresse même un télégramme pour la féliciter. Désormais, son nom est connu dans le milieu du sport et Junko n'a surtout pas l'intention de s'arrêter là. Elle poursuit donc son activité d'alpiniste partout sur la planète, là où le vent de la montagne l'amène. Aussi, elle ne finance plus aucune de ses expéditions avec des sponsors qui pour la première fois s'étaient rués à elle après son gain soudain de notoriété. Elle dit même, et je cite, « Si j'accepte un parrainage, l'ascension de la montagne n'est plus la mienne. » En réalité, elle ne comprend même pas trop cette célébrité. Dans une interview qu'elle donne en 1996 pour le magazine Sports Illustrated, elle ne mâche pas ses mots. « Je ne comprends pas pourquoi les hommes font tout ce tapage sur l'Everest. Ce n'est qu'une montagne. » Son envie de défi va l'amener à boucler en 1992 les 7 sommets, un challenge d'ascension des 7 plus hauts monts sur 7 continents différents. C'est ainsi qu'elle s'attaque au Kilimandjaro, 5892 mètres, en 1980, à l'Aconcagua, 6962 mètres, en 1987, au McKinley, 6190 mètres, en 1988, à l'Elbrus, 5642 mètres, en 1989, au massif Vinson, 4892 mètres en 1991, et au Puncak Jaya, 4884 mètres en 1992. Dans sa carrière, elle aura gravi pas moins de 69 sommets dans le monde entier. De quoi être fière de son parcours. Entre ses expéditions, Junko pense aussi beaucoup à l'environnement et tient à rester active pour protéger les beautés de la planète qu'elle a eu la chance de découvrir. Elle retourne à l'université et étudie rigoureusement les sciences environnementales pour passer un diplôme qu'elle obtient en 2000. Face à la montée d'un tourisme de consommation, notamment au sommet du toit du monde, elle donne des conférences pour l'association Adventure Trust qui lutte pour préserver l'Everest. Junko participe aussi à des opérations de nettoyage sur le chemin de l'ascension. Mais la vie écourte ses projets lorsqu'on lui diagnostique un cancer. Malgré tout, elle continue l'alpinisme jusqu'à sa mort et amène en 2015 sur le mont Fuji des jeunes touchés par la catastrophe de Fukushima. Et oui, elle était comme ça, Junko. Elle disparaît finalement en octobre 2016, après avoir vécu une longue vie auprès des montagnes qu'elle aimait tant. En somme, cette enfant si enthousiasmée par la beauté des merveilles de la planète a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie d'une Junko Tabei à la détermination sans faille. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour explorer de nouveaux sommets, cette fois-ci au-delà même du ciel. En 1992, notre prochaine héroïne marque l'histoire en devenant la première femme noire à voyager dans l'espace à bord de la navette Endeavour. Petite, elle rêve déjà d'exploration alors qu'elle regarde avec émerveillement des épisodes de Star Trek. À partir de là, elle va tout faire pour rejoindre la NASA. Et ce jour arrive en 1987, alors qu'elle est recrutée face à des milliers de candidats. Mais elle n'est pas qu'une astronaute, elle se consacre aussi à la science et à l'éducation en donnant des conférences pour rendre l'espace accessible à tous les rêves.
Elle est convaincue qu'avec du cran, on peut viser les étoiles et même les atteindre. Une rencontre qui s'annonce donc incroyablement passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.